Salut à tous les passionnés de ciné, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, un concept absolument fondateur pour tous ceux qui étudient le 7e art, la théorie de Gilles Deleuze sur le changement de paradigme au cinéma. En fait, à travers son bouquin monumental, L'image-temps, on va littéralement décoder le néoréalisme italien ensemble. On va voir comment le cinéma, qui a longtemps été un art du mouvement, est devenu un art de la pensée. C'est fascinant, vous allez voir. Mais juste avant de plonger là-dedans, posez-vous une seconde et imaginez un cinéma d'où on aurait complètement retiré les actions héroïques, les réactions logiques, bref, toutes les réponses motrices traditionnelles. Que se passe-t-il quand l'action pure et dure disparaît tout simplement de l'écran? Qu'est-ce qui nous reste à regarder? Et surtout, est-ce qu'il nous reste à penser? Eh bien, c'est exactement tout l'enjeu de notre exploration d'aujourd'hui. Alors, voici notre plan de vol pour bien comprendre tout ça. On va d'abord aller au-delà de l'image-action avant de se pencher sur les vraies caractéristiques du néoréalisme. Ensuite, on parlera technique et esthétique, on verra comment le personnage se transforme en voyant et on finira en beauté sur la métamorphose totale du spectateur. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec notre première partie, au-delà de l'action, avec cette fameuse crise du schème sensorimoteur. Une vraie rupture en fait, qui prend racine juste après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est super intéressant quand on regarde ça, c'est le contraste radical entre deux systèmes opposés. D'un côté, on a le réalisme traditionnel, qui est complètement gouverné par ce qu'on appelle l'image-action. Là, tout est fonctionnel, les actions dictent les réactions dans des milieux très bien définis, c'est carré. Mais de l'autre côté, l'image-temps émerge avec le néoréalisme. L'action s'effondre littéralement pour laisser la place à des situations purement optiques, à des événements qui flottent un peu dans l'air et à des lieux désaffectés ou déconnectés que Deleuze appelle de manière géniale les espaces quelconques. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les caractéristiques du néoréalisme, et plus particulièrement ses rencontres et ses fameux espaces quelconques. Alors c'est exactement ici qu'entrent en scène deux termes deleuziens absolument incontournables, l'obsigne et le son-signe. Concrètement, c'est quoi? C'est une situation purement optique et sonore où le lien sensorimoteur dont on parlait est définitivement brisé. Le personnage est complètement submergé, il est incapable de réagir. Tout ce qu'il peut faire, c'est voir et entendre. Du coup, l'image n'est plus juste un vecteur d'action, elle s'élève à un état de pensée pur, et elle nous ouvre un accès direct au temps lui-même. Bon, pour ancrer un peu cette théorie qui peut paraître hyper abstraite, prenons les exemples que Deleuze utilise lui-même. Il parle de Zavattini et de son art de la rencontre, des rencontres qui sont d'ailleurs toujours fragmentaires, ou même carrément ratées. Un exemple magistral, c'est le film Umberto D de De Sica. Pensez à cette scène où la jeune bonne, enceinte, accomplit une série de gestes ultra mécaniques dans sa cuisine. C'est une situation quotidienne, tellement banale en fait, qu'elle échappe d'un coup au schéma narratif classique pour devenir une pure situation optique. À l'extrême inverse, prenez Stromboli de Rossellini. Là, le personnage est juste écrasé par la beauté panique et terrifiante d'une éruption volcanique. C'est une situation limite qui dépasse de loin toute capacité de réaction physique. Ou encore Ossessione de Visconti, où les objets autour prennent carrément une réalité matérielle autonome. Qu'on soit dans la banalité absolue ou dans l'extrême limite, la mécanique de fond reste exactement la même. Allez, on passe à notre troisième partie, technique et esthétique. C'est le moment de voir comment les réalisateurs ont traduit toute cette théorie en pratique sur les tournages. Et ça illustre vraiment brillamment la déconstruction systématique des bons vieux outils du cinéma classique. Regardez un peu le montage. On abandonne la sacro-sainte continuité logique pour plonger dans la fausse continuité irrationnelle, le fameux faux raccord. Et la caméra, elle ne se contente plus du tout de suivre un personnage qui bouge, elle devient une véritable conscience qui interroge. Le son et l'image, eux, gagnent leur indépendance, ils cassent cette vieille unité synchrone qu'on connaissait si bien. Et le décor ne sert plus juste de toile de fond, ça devient une réalité matérielle autonome. En gros, c'est une esthétique qui donne la priorité absolue à l'espace et à la pensée au détriment du simple mouvement. Et justement, cette coupe irrationnelle, ce faux raccord, ça devient carrément la loi absolue de ce nouveau cinéma. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'interstice. Au lieu de coller deux images ensemble avec une fuite logique d'action, on crée délibérément un vide, un écartement. Et cette méthode, elle vient complètement casser le flux narratif pour imposer un nouveau rythme. Les images finissent par se connecter entre elles par leurs différences et non plus par leur logique. Le résultat? Eh bien, l'image ne peut plus se contenter d'être regardée tranquillement en mangeant du popcorn. Elle exige d'être lue, un peu comme on lirait une strate géologique ou une pensée en train de se former. Partie 4 maintenant, le personnage devenu voyant et l'enregistrement de l'intolérable. Écoutez bien, il faut vraiment laisser résonner cette phrase de Deleuze. C'est un cinéma de voyants, non plus d'action. C'est un changement de paradigme monumental. Le protagoniste à l'écran, ce n'est plus le héros musclé qui agit sur son propre destin. Pas du tout. Il s'est transformé en visionnaire, presque comme un somnambule qui s'est échoué dans une réalité beaucoup trop vaste pour lui. Le point crucial ici, c'est que ces personnages sont littéralement débordés, submergés. Ils sont là pour enregistrer le monde, pour l'observer, au lieu d'y réagir physiquement. En fait, ils se retrouvent face à ce que Deleuze nomme de façon un peu glaçante l'intolérable. Et attention,
L'intolérable, ce n'est pas forcément un film d'horreur, c'est juste quelque chose de trop puissant, de trop beau ou de profondément trop injuste. Prenez la femme bourgeoise dans Europe 51 de Rossellini. À un moment, son regard perd toute utilité sociale. Face à l'usine, elle a soudain l'impression terrifiante de voir des condamnés. Le personnage principal est tout simplement devenu le spectateur passif de sa propre vie. Et on arrive à notre dernière partie, la section 5, la métamorphose du spectateur. Comment on passe de participant à visionnaire? C'est là que ça devient vraiment dingue. Tout le phénomène d'identification classique qu'on a l'habitude de vivre au ciné s'inverse totalement. Vu que le personnage à l'écran est devenu un simple spectateur impuissant de son propre monde, eh bien la personne assise dans la salle, vous ou moi, on est propulsé au rang de visionnaire juste à ses côtés. On ne nous demande plus de participer émotionnellement aux cascades d'un héros, non, on est forcé de partager avec lui une vision vertigineuse et souvent intolérable du temps et de la réalité crue. Du coup, ce passage de l'image-action à l'image optique, c'est un véritable voyage cognitif pour nous, le public. Ça marche comme un effet domino. 1. Le schème sensorimoteur se fracture à l'écran. 2. Le personnage se retrouve paralysé et se transforme en voyant. Et 3. Toute cette configuration nous force, nous spectateurs, à nous confronter directement à cette fameuse image-temps. La disparition totale de l'action physique réveille immédiatement et de façon hyper intense notre propre capacité de pensée critique. On n'est plus là pour consommer, on est là pour déchiffrer. Alors, pour clore ce décryptage, j'aimerais qu'on garde tous en tête cette réflexion vraiment stimulante. Si l'image au cinéma ne se définit absolument plus par le mouvement ou par l'action, quelle nouvelle réalité notre esprit de spectateur moderne va-t-il devoir construire pour survivre à cet intolérable du quotidien? C'est exactement le défi posé par Deleuze. Et c'est tout le poids philosophique du cinéma moderne qui continue encore et toujours aujourd'hui d'exiger de nous bien plus qu'un simple regard. Il exige une véritable pensée.